Cette vidéo présente une capsule pour une classe inversée concernant l'atome. Vous trouverez tant la vidéo que les élèves doivent voir que le quiz qui leur est proposé sans les réponses, mais vous pouvez mettre sur pause et puis répondre aux questions en revenant éventuellement en arrière pour trouver les réponses si nécessaire. Elle aborde d'abord les modèles atomiques pour avoir une petite idée de la façon dont les différentes particules ont été observées pour les premières fois. Elle aborde ensuite la structure atomique et ce qu'on devra vraiment retenir pour pouvoir comprendre ce qu'est l'atome. Et enfin, elle traite brièvement des quarks, des particules d'échange, etc. Elle aborde un petit peu la physique nucléaire, sans aller très loin toutefois, puisque cela ne fait pas partie du programme. L'histoire de l'atome commence dans la Grèce antique. En effet, les philosophes grecs s'interrogent sur la matière et Démocrite propose déjà que la matière ne se divise pas à l'infini. Il définit donc l'existence de particules indivisibles que l'on nomme en grec atomos. Mais cette théorie est peu suivie. Une autre théorie prend le pas sur la théorie de Démocrite, qui est la théorie des 4 éléments, la terre, le feu, le vent et l'eau, parfois l'éther. Cette théorie est soutenue par Aristote, Thalès et Platon et domine jusqu'au début du XIXe siècle. Quitter la théorie des 4 éléments est un long trajet, difficile. On attribue la reformulation de l'hypothèse atomique à John Dalton. Celui-ci aurait donc émis que toute la matière, qu'elle soit liquide, solide ou gazeuse, serait constituée d'atomes, que ces atomes seraient indestructibles et qu'ils ne pourraient ni être créés ni être détruits. Que par ailleurs, même s'ils ont des propriétés différentes, ils auraient aussi une constitution semblable. L'image est donc pour l'instant une sphère indivisible. Un siècle plus tard, Joseph Thomson réalise une expérience qui met en évidence qu'on peut arracher les particules négatives aux atomes, en l'occurrence à des atomes de métaux qu'on soumet à une tension électrique. Ce qui est très important, c'est qu'il arrive à mettre en évidence que quel que soit le métal, ces particules sont toutes identiques. On arrive donc à mettre en évidence l'électron, et puis par cohérence, vu que l'atome est neutre, on arrive à imaginer qu'il y a quelque chose de positif à l'intérieur de l'atome. L'atome ainsi imaginé est un atome un peu plum pudding, avec une sorte de gelée positive qui contiendrait des grains négatifs. C'est à ce moment que les choses s'accélèrent, avec de grandes rencontres de scientifiques, avec des collaborations, des réflexions qui impliquent plusieurs personnes. Et c'est donc moins de 10 ans plus tard que Ernest Rutherford découvre le noyau. Pour cela, il bombarde une fine feuille d'or avec de la radioactivité, des rayons alpha, et il se rend compte que ces rayons peuvent être soit reflétés, soit traverser la feuille d'or. Il met donc en évidence que la matière est constituée principalement de vide, et il propose l'existence d'un noyau qui contient la masse et la charge positive. Il est intéressant de savoir que ce modèle a été déjà suggéré en 1904 par Antaro Nagaoka, mais qu'il est passé inaperçu. Intéressant également de savoir que si le neutron ne sera mis en évidence que 20 ans plus tard, à cette époque, Ernest Rutherford a déjà imaginé la possible existence de cette particule. Toutefois, en 1911, on a vraiment un noyau positif et puis autour des électrons qui gravitent. En 1913, on introduit la physique quantique, on met en évidence que l'électron ne peut pas prendre n'importe quel niveau d'énergie. Ceci est mis en évidence notamment par les raies d'émission des atomes. Et donc on imagine un noyau avec autour des électrons qui ont des niveaux d'énergie bien précis et qui sont ici représentés par une certaine distance au noyau. Bien que ce soit le modèle de Bohr qu'on utilisera pour nos représentations le plus souvent, il faut garder en tête qu'il y a une étape de plus qui a été franchie et que les orbites ne correspondent pas à des traits comme nous avons ici. Il a été montré plus tard par Schrödinger qu'on ne pouvait pas à la fois déterminer la vitesse de l'électron et l'endroit où il se trouvait et que finalement, si on voulait pouvoir décrire où était l'électron qui avait une dualité qu'on appelle onde-corpuscule, qui est capable de prendre la forme d'onde comme la forme de corps, eh bien, on est obligé de décrire finalement son existence sous la forme unique d'une probabilité de présence. Donc on a ici sous les yeux la probabilité de présence qui est égale à 0 juste à côté du noyau, et puis on voit qu'il y a une plus grande probabilité de rencontrer l'électron vers quelque chose comme 12 picomètres, et puis qu'on descend que vers 25 à peu près, eh bien on est presque à 0, c'est presque négligeable. Et du coup on va à nouveau représenter finalement l'atome comme une sphère, mais en réalité on a une sphère avec des probabilités de présence, on a mis des petits points ici, plus il y a de petits points, plus il y a de chances de rencontrer l'électron, moins il y a de petits points, moins il y a de chances de rencontrer l'électron. Il est possible de visualiser un atome en utilisant un microscope à effet tunnel. Celui-ci a une pointe extrêmement fine, constituée d'un atome uniquement, et on fait passer entre cette pointe et un échantillon un courant électrique.
En gardant ce courant électrique toujours constant, il est possible de déplacer la pointe en restant toujours à équidistance de la surface. Ainsi, on va pouvoir construire ligne par ligne une image et se représenter les bosses qu'on pourra observer à la surface de la matière. C'est ainsi par exemple que cette image a été réalisée. On voit des atomes de silicium qui forment effectivement des boules telles qu'on imagine que se présentent les atomes. Mais revenons aux particules qui constituent ces atomes. Donc nous avons vu que notre image ici n'est pas représentée de façon proportionnelle, que le noyau est réellement beaucoup plus petit, les électrons encore plus. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'aller voir un petit peu les propriétés des particules élémentaires. Ce qu'on appellera particules élémentaires, ce sont les protons, neutrons et électrons qui constituent donc l'atome. Nous voyons ici une première chose importante. Nous avons une charge électrique de 1,602 × 10 puissance moins 19 coulombs pour le proton et une charge électrique égale pour l'électron mais négative. Nous savons que notre atome est neutre. Nous pouvons donc en tirer une conclusion. Pour que l'atome soit neutre, il doit y avoir autant de protons que d'électrons. Deuxième chose intéressante, au niveau de la masse, exprimée en unité de masse atomique, donc une unité de masse atomique vaut 1,66 × 10⁻²⁴, eh bien on voit qu'un proton pèse à peu près la même chose qu'un neutron, mais qu'un électron est extrêmement léger. En réalité, il est 2000 fois plus léger qu'un proton ou un neutron, et cela signifie donc qu'on pourra négliger la masse de l'électron dans le calcul de la masse de l'atome. On pourrait prendre en compte la masse de l'électron, mais ça changerait la 3e décimale, et généralement, nous n'aurons pas besoin de cette précision-là dans nos calculs. Notons qu'on symbolisera le nombre d'électrons comme Z, ce sera également le nombre de protons. N représentera le nombre de neutrons, et la lettre A symbolisera l'addition de Z plus N, c'est-à-dire l'addition du nombre de protons et de neutrons. Ce sont les particules qui constituent le noyau de l'atome, c'est ce qu'on appelle les nucléons. Nous avons donc vu précédemment les différents modèles de l'atome. Une question qui peut se poser est pourquoi les électrons qui sont négatifs et qui donc sont attirés par la charge positive des protons, eh bien, ne s'effondrent pas sur le noyau et neutralisent pas les protons. Une des réponses qui peut être donnée, c'est que le niveau d'énergie zéro de l'électron n'existe pas. Donc l'électron est obligé de rester sur une orbitale avec un certain niveau d'énergie. S'approcher, faire se rencontrer un proton et un électron demande un niveau d'énergie qui est très important. Donc comme l'électron préfère rester à un niveau d'énergie le plus bas possible, ça ne se fait pas. Et puis il faut savoir aussi que si on va un petit peu plus loin et qu'on regarde ce qui se cache à l'intérieur de cet atome, on découvre qu'il y a des photons qui s'échangent entre électrons et nucléons. Ces photons sont des particules d'échange qui vont maintenir en fait l'électron proche du proton sans qu'il s'effondre sur le proton. Et donc ces échanges se font entre tous les électrons et tous les protons. Si on va jeter un coup d'œil dans le modèle standard des physiciens, eh bien on trouve ici le photon, une particule d'échange, et puis ici notre électron. Par contre, en cherchant, eh bien on se rend compte qu'on ne trouve pas le proton. On observe la même chose dans ce que vous avez dans la table CRM, donc les particules d'échange, ici nous avons notre photon, ici notre électron, et il manque ce proton et ce neutron qui constituent le noyau de l'atome. En fait, on a représenté le proton et le neutron comme des sphères, mais comme précédemment on représentait l'atome comme une sphère sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien ici on peut aller voir plus loin, aller voir à l'intérieur. Et dans le proton, on voit qu'il y a 3 quarks, un quark dit down et 2 quarks dit up, tandis que dans le neutron, il y a 3 quarks dont 2 down et 1 up. Donc si on revient à notre modèle standard, eh bien on se rend compte que nous avons donc notre électron et puis les quarks down et les quarks up. Si les électrons et les quarks sont maintenus par une particule d'échange qui est un photon, les quarks entre eux, pour pouvoir constituer les protons et les neutrons, sont eux liés par ce qu'on appelle la force forte et la particule d'échange est le gluon. Le noyau n'éclate donc pas grâce à cette force forte qui interagit entre les quarks, qui lie les quarks. Si on approche 2 protons, eh bien la charge devrait créer une répulsion, mais en fait cette répulsion, elle est compensée par la force forte qui interagit entre les quarks, donc pas seulement entre les quarks d'un seul et même proton, mais également entre les quarks de particules qui constituent le noyau de l'atome.
C'est pour cela que il ne peut pas y avoir 2 protons dans un atome sans qu'il y ait en plus au moins un neutron pour stabiliser le noyau. 2 protons, vous essayez de les mettre ensemble, ça ne tient simplement pas parce que la force électromagnétique de répulsion est plus forte que la force forte qui va lier les 2 protons. Par contre, si vous rajoutez le neutron, ça... Il est intéressant de se pencher sur l'énergie de liaison nucléaire, donc c'est-à-dire entre les particules du noyau, entre les nucléons, et de se rendre compte qu'en fait, c'est quand on arrive à l'atome de fer, qui est un atome d'une masse d'à peu près 55, qu'on a quelque chose qui est le plus stable possible. Et puis, lorsqu'on arrive à 84 protons, on n'arrive plus du tout à avoir quelque chose de stable. On a des choses qui tiennent un petit moment, mais qui finissent par se désintégrer, par faire des désintégrations qu'on dit radioactives, c'est-à-dire que c'est le noyau qui va se désintégrer et l'élément va changer. Par exemple, l'uranium 238 qui est représenté ici va être instable, il est trop grand en fait, et il va émettre 2 protons et 2 neutrons, c'est-à-dire un noyau d'hélium, pour se décharger de ce surplus de masse, et en l'occurrence il va créer quelque chose qui sera toujours trop grand jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui soit en dessous de 84 protons. Généralement il arrive à l'élément plomb qui contient 82 protons et qui est stable et qui va plus désintégrer.